Bon, comment se passe ton début de saison? Ça commence vraiment tout doucement. Je crois qu'on est juste à la deuxième semaine d'entraînement là. Je sais pas si je peux demander quelles conditions tu as chez toi. Et quoi, parce qu'en France, on a Bah quand là, même une c'est pas grosse, top, hein. on a une grosse vague de froid quand même en France. Nous, une grosse vague de chaud, Ah ouais. mais là, ouais, mais il pleut beaucoup en ce moment. On est en pleine saison des pluies et là, ça arrête pas depuis quelques jours là. Donc c'est quoi? Tu fais de l'intérieur? Quand je travaille entre midi et deux, ouais, je fais du home trainer depuis cette année. Les années précédentes, j'avais pas d'home trainer, je faisais tout en extérieur. Ouais, donc Et toi. là, je vais changer un peu mon mode d'entraînement cette année parce que j'aurai moins de temps pour moi. Donc, ouais, je vais intégrer le home trainer entre midi et deux. Et quand il pleut en journée, non, je sors quand même. Ouais, mais Ça tu m'arrête pas. vas forcément voir le changement parce que dès que tu ajoutes quand même des sessions d'intérieur avec différentes plateformes, parce que tu en as plusieurs, tu vas tout de suite voir la différence avec les entraînements et le travail sur les watts notamment, qui sont Mm, quand même, bon bah voilà, tu progresses quoi. C'est sûr que tu progresses, ça te donne aussi une bien meilleure connaissance bah, de tes watts notamment. ouais. Donc tu vas forcément progresser, effectivement. Ouais. Ouais, parce que jusqu'à présent, je m'entraînais sans capteur de puissance et j'ai investi même sur mon vélo, là, il y a quoi, 4 5 mois. Donc c'est vraiment tout neuf. Avant ça, c'était à la sensation et avec le cardio fréquence mètre. Donc là, oui, ça va changer la donne pour l'entraînement cette année. Ouais, tu vas vraiment voir la progression. Ouais. Ça, c'est cool. Mm, mm. Il y avait une cinquantaine de personnes qui s'étaient manifestées sur ce premier webinaire de la saison, hein. On va, Ouais. avec Lee, on va pas parler de sommeil, on va parler de comment faire en sorte que la nuit en ultra se passe bien. Donc écoute, on va pouvoir lancer ça dans quelques secondes. Il est 18h29. Et ce premier webinaire va également être enregistré, diffusé sur notre plateforme YouTube et diffusé également en podcast très rapidement derrière. Donc, bah, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, pardon, euh, écouter la totalité de cet échange qui devrait durer une trentaine de minutes, sachez qu'il sera rapidement disponible sur d'autres supports. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas également à nous poser des questions hein, sur l'écran de Discord. Tout en haut à droite, vous avez une petite bulle message. N'hésitez pas à poser quelques questions. On rentrera dans la discussion avec Lee et ensuite on répondra à quelques-unes de vos questions. Moi, j'ai le fil sous les yeux justement et je peux poser des questions à Lee directement. Donc voilà. Alors, bah, pourquoi on a choisi Lee pour répondre à ces premières questions sur la nuit, hein, comment faire en sorte que la première nuit en ultra endurance se passe bien. Bah, alors Lee, on la connaît bien, elle est ambassadrice de Race Across Series. Elle a participé à deux départs et elle a été une fois finisheuse. C'est l'expérience, hein, je me souviens très bien de magnifique départ à Anglette avec un coucher de soleil exceptionnel. Et finalement, cette fois-ci, ça l'a pas fait. Et puis, bah, elle a conjuré le sort cette année en 2025 en allant au bout de son aventure. Et donc, bah, voilà, ça nous semblait, avec toute l'équipe, intéressant que Lee puisse prendre la parole et expliquer justement, bah, elle, son expérience, ses émotions, comment elle l'a vécu. Mais avant de lancer, et ça c'est probablement une habitude que j'ai sur le podcast, c'est peut-être Lee. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode hein, que j'avais enregistré avec Lee sur Ultra Talk, qui nous raconte son parcours. Mais peut-être, voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Lee, en quelques mots, si tu pouvais te présenter, nous expliquer où tu vis et ton expérience et ta relation avec l'ultra-distance. Alors, Lily, j'ai 45 ans, je suis maman de deux enfants. Je vis à La Réunion depuis 18 ans. J'ai quitté la métropole il y a 20 ans. Voilà. Le vélo, je l'ai connu vraiment sur le tard, puisque j'ai commencé le vélo il y a 3 ans. Comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je me suis tout de suite lancée dans l'ultra distance. J'avais entendu un podcast, justement, c'était un échange que tu avais eu avec une nana de La Réunion qui avait fait le 2500 il y a quelques années. Et quand j'ai écouté à la fin de ce podcast, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Et donc, 18 mois après avoir commencé le vélo, je me suis lancée sur la Race Cross France 1000 km.
Exactement, je me souviens bien Voilà. de cet échange où c'est comme ça que je t'avais suivi sur les réseaux et je m'étais dit, mais enfin, quelle audace de pouvoir se lancer comme ça sur une telle distance sans avoir une expérience de dingue. Alors, nombreux participants réfléchissent et mettent des mois et des mois avant de se lancer. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était très audacieux et je voulais absolument te mettre en avant. Mais avant que tu nous parles justement de ton expérience, de tes ressentis, de ce que tu as bien fait, des erreurs aussi que tu as pu commettre sur tes premières expériences dans la nuit, j'aimerais qu'on aborde juste l'avant-nuit, tu vois, la période où tu sais que tu vas rentrer dans la nuit. Justement, toi, quels sont les messages, ou en tout cas, quelles sont tes routines ou tes process que tu mets en place, juste où tu sais que tu vas rentrer dans la nuit, donc juste avant de rentrer dans la nuit, tu vois, avant que il y ait ce point de bascule où tu es dans le silence, tu vois, tout cet environnement, mais l'avant-nuit, comment il se passe pour toi? À quoi tu fais attention? Avant de prendre le départ, tu veux dire? Non, non, une fois qu'on est vraiment parti, et alors, c'est vrai que le départ du 1000 est juste en soirée, donc tu pars tout de suite dans la nuit, et même quand tu es dans l'aventure, Ouais. quand tu es dans l'aventure, au bout de 24, 48 heures, voilà, tu sais que tu vas dans la nuit, tu avances dans la nuit, tu as décidé de t'arrêter ou pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que toi, tu as mis en place des process, une routine qui t'amène dans la nuit, ou est-ce que tu y vas au feeling? Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis toujours quelqu'un je cogite énormément, mais ce que j'aime beaucoup avec l'ultra, c'est que mon cerveau arrête de cogiter, je suis vraiment dans le moment présent. Et c'est vrai que je pense pas à la nuit qui arrive. En fait, je laisse la nuit arriver à moi et je ressens, je laisse le ressenti arriver et je gère sur le moment présent, en fait. Donc, quand la nuit arrive, c'est vrai qu'il y a l'angoisse, elle arrive un petit peu au fur et à mesure, elle est pas comme ça brutale. Heureusement que la nuit tombe doucement pour justement s'y préparer. Et voilà, j'y vais étape par étape, pas un pas après l'autre, en fait. C'est intéressant parce on aborde tous et on appréhende tous la nuit différemment. Est-ce que toi, alors on parlera après de l'alimentation parce qu'il y a quand même un sujet quand tu rentres dans la nuit sur l'alimentation puisque tu ne trouves pas à 3 heures du matin le petit commerce du coin qui est ouvert. Donc il y a quand même des choses à penser quand tu vas justement dans la nuit, mais on parlera alimentation tout à l'heure. Et comment tu vis le point de bascule, Lee? C'est-à-dire le moment où voilà, le soleil s'est couché. Tu sais qu'une fois que le soleil s'est couché, tu as encore un petit peu de luminosité, 20-30 minutes. Et après, voilà, à un moment donné, tu fais un virage où tu passes une bosse, où tu sors d'un bois, et là, c'est la nuit. Comment tu vis ça? Parce Alors, il y a eu un il peut y avoir avant et un... plusieurs types de nuits, tu vois. Tu as la nuit sous une belle pleine lune, et là, c'est vraiment un kiff incroyable. Et tu as la nuit avec du vent, avec un revêtement qui est pas terrible. C'est pas la même expérience. Toi, comment tu vis ce point de bascule qui te fait rentrer dans la nuit? C'est un peu compliqué de répondre à ça parce qu'il y a plein de scénarios différents. Il y a eu la première RAF, il y a eu la deuxième RAF, il y a eu les entraînements de nuit à La Réunion, il y a eu plein de scénarios différents et je les ai pas vécus du tout de la même façon. Il y a eu mes entraînements à La Réunion où je roulais de nuit. Il y a eu une fois où je roulais et j'avais un vent de face terrible et ce qui était terrible, c'était pas forcément le fait de rouler moins vite avec le vent de face, mais c'était le fait de ne plus rien entendre. Je ne pouvais plus être en alerte, je ne pouvais pas entendre s'il y avait une voiture qui arrivait ou s'il y avait une personne ou un animal. J'étais vraiment, c'est l'angoisse que j'avais, j'avais l'impression d'être enfermée dans ce brouhaha et j'avais qu'une hâte, c'était de faire demi-tour pour pouvoir avoir le vent de dos et pour pouvoir récupérer mes oreilles. Donc il y a eu cette angoisse-là et il y a eu aussi la première raf où en fait, j'ai eu très très peur à la première raf, toutes les nuits. J'ai eu peur toutes les nuits, mais il a fallu cette raf-là pour que je n'ai plus peur. En fait, j'ai pas eu peur à la deuxième raf. Et quand tu dis peur, Lee, c'est peur de quoi? Parce que ça revient Euh, souvent, hein. Après, j'aurai un exemple à te donner d'une femme cycliste qui était comme toi jusqu'à ce qu'il y ait ce moment qui déclenche tout. Mais toi, c'était quoi tes angoisses? C'était quoi tes peurs? moi, je pense que c'est le fait d'être une femme. En fait, vraiment, je On me ressort, sens vulnérable. on ressort souvent, ouais. C'est Ouais, vrai. c'est le fait d'être une femme, de faire une mauvaise rencontre, d'être en panne au bord de la route et de me retrouver face peut-être à un individu malfaisant. C'est cette peur-là. Après, il y a aussi la peur des animaux. À La Réunion, moi, je suis confrontée à ça. Il y a énormément de chiens errants, donc on se fait souvent attaquer et poursuivre. Mais oui, c'est la mauvaise rencontre qui fait peur. Intéressant ce que tu dis De parce se retrouver. on a eu ces remarques de la part de femmes où effectivement la plus grosse crainte c'était la nuit. On a même eu, je me souviens parfaitement bien, d'un retour justement
d'une femme qui nous disait, en fait, le suivi GPS, c'est très bien, mais moi, en tant que Mm. femme, je pense que la nuit, ça peut être un inconvénient de savoir précisément où je suis. Donc, on l'a parfaitement Mm. entendu. Et ce qu'on fait aujourd'hui au PGO, c'est que si jamais une femme nous appelle en disant, je me sens pas sécure, on a la possibilité de dire au coureur qui est en amont, qui est avant ou après, soit arrête-toi, soit tu vas arriver sur un spot où il y a une femme qui se sent pas sécure, est-ce que tu peux l'accompagner dans la nuit? Ça, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas pour des raisons de sécurité. Mhm. Et, de dire aux filles qui se sentent pas justement dans certains spots sécures, on accepte à ce moment-là que cette femme se joigne ou qu'un groupe d'hommes l'accompagne dans la nuit pour sécuriser ton évolution. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'on était quand même, on avait le traceur et que beaucoup de personnes ont notre tracé en fait. J'avais jamais pensé à ça. Nous, c'est le retour d'une femme comme toi qui n'était pas sécure la nuit pour cette raison-là. T'aurais pas dû me le dire parce que maintenant que je sais ça. Pour cette raison-là. Mais le rôle du PGO est là. C'est-à-dire que nous, on a la visibilité sur la course et vous pensez être seul. Et peut-être que derrière toi, il y a quelqu'un à 2 km ou 1,5 km. Et peut-être que devant toi, il y a quelqu'un à 1,5 km. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et 1,5 km en ultra, ça représente un certain nombre de minutes. On a l'impression d'être seul parce que on voit pas, il n'y a pas des lignes droites qui font 4 km et donc tu ne vois pas la personne devant ou derrière. Et nous, on a cette visibilité et ça nous est arrivé de dire pour des raisons de sécurité, au coureur devant ou derrière, on accepte que vous vous regroupiez pour des questions de sécurité. Donc ça, c'est pas un souci, on sait faire. Et l'exemple que je te donnais pour la nuit, ça m'amène à la question suivante, c'est toi, quand tu rentres dans la nuit, avant de rentrer dans la nuit, tu as pris la décision de dormir, t'arrêter ou pas, et là tu vis l'instant présent, et si t'as pas envie de dormir, tu dors pas, ou si t'as envie de dormir, tu t'arrêtes, mais est-ce que ta stratégie sommeil l'est mise en place? Et ça m'amène à un exemple de Camille Albissier, qui depuis qu'elle s'est lancée dans l'ultra, elle est venue sur nos courses, performe, hein. Elle a toujours été chercher la performance Camille, et au début, on discutait avec elle, on lui disait, mais t'es équipé très très léger en fait, est-ce que tu comptes dormir? Et en fait, Camille, elle avait peur de la nuit, elle ne savait pas dormir dehors au début, et sa stratégie, c'était de dire, en fait, moi je m'arrête pas dormir parce que je ne sais pas dormir, je ne sais pas bivouaquer, donc je ne m'arrête pas. Et jusqu'à un moment donné où elle s'est dit, voilà, en plus que l'on ait mis la règle sommeil, la règle 4 heures toutes les 36 heures en place, là elle s'est dit, voilà, il faut que j'apprenne, et en fait, ça a totalement fait sauter ses verrous sur je peux dormir en bikepacking, ce qu'elle fait aujourd'hui. J'ai trouvé que c'est un bon exemple. Et toi, comment tu fais, Ellie? Quand tu rentres dans la nuit, est-ce que ta stratégie sommeil est déjà mise en place ou pas du tout? Alors, moi, je prévois... Alors, la première nuit, je fais toujours une nuit blanche. Je trouve qu'elle est moins stressante, cette première nuit, parce que finalement, on part toutes les 30 secondes et en vrai, on n'est pas vraiment seul pendant la nuit. Tout à fait. On sait qu'il y a du monde devant, on sait qu'il y a du monde derrière. Sur le départ du 1000 km, sur le départ du 1000 km qui est en soirée, un départ toutes les 30 secondes, c'est vrai que quasiment toute la nuit, tu auras des petites lumières devant et des petites lumières derrière. C'est ça. Et puis, il y a l'excitation du départ. La première nuit, je ressens pas de peur. C'est les nuits qui suivent, parce qu'on là, on est forcément, on a pris de la distance avec les autres participants. Et moi, je me suis retrouvée la première année dans une forêt noire, pas de lune, avec des bruits de craquements de bois. Donc, l'imagination fait son travail. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma sœur. Elle est restée, je crois, 3 heures au téléphone avec moi. Je l'ai mis en haut-parleur. Ça se fait beaucoup, hein. Ça se fait beaucoup. Alors c'est vrai que la nuit, moi, le petit astuce, et j'en profite parce que quand même pas mal de monde qui s'est connecté depuis. C'est aussi pour ça qu'on a mis dans le règlement obligatoire le sifflet. C'est en partie la nuit pour les animaux. Donc le sifflet doit pas être au fond du sac, mais vraiment à portée de bouche, j'allais dire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut siffler régulièrement pour faire fuir les animaux, parce que la nuit est un risque. C'est important quand même de choc avec des animaux. Alors il y a aussi la stratégie que beaucoup d'ultracyclistes utilisent, c'est de chanter. Beaucoup de cyclistes, d'ultracyclistes la nuit chantent, pour lutter un peu plus contre le sommeil, 2, effrayer un peu les animaux, et puis se prémunir un peu de certaines, comme tu l'as dit, l'imagination se met en route et parfois on entend des craquements, ce genre de choses. Est-ce que tu as été, dans la nuit, confronté à des symptômes qui t'ont amené à dire « là, je suis fatigué, il faut que je m'arrête ». Parce que c'est vrai qu'on a longtemps échangé avec Rémi Urdiel, qui d'ailleurs sera sur un de ses webinaires dans quelques semaines. Et c'est vrai qu'il nous disait c'est entre 2h et 5h du matin où le risque de sommeil, ou en tout cas vraiment les gros coups de sommeil peuvent arriver. Est-ce que toi, tu as eu des signaux déjà, comme des hallucinations auditives ou visuelles,
Mmh. t'ont fait dire, bon là, il faut Ouais. qu'on arrête en urgence, quoi. J'ai eu une fois des hallucinations, c'était la toute première nuit de ma première RAF. Après une nuit blanche, je voyais des sacs à main en forme de banane au milieu de la route. Voilà. C'est quoi? Me demande pas C'est les pourquoi, stries, j'en sais rien. tu sais, parfois sur la route, ils mettent un petit peu comme Ouais. des pansements sur la route avec du goudron, et c'est vrai que des Mmh. fois, ça fait des formes. Moi, je me suis déjà fait avoir par ça, hein, où ces formes-là étaient devenues des visages, C'est de la folie. et là, quelle a été ta Mais si, réaction? bah, j'ai rigolé parce que je me suis quand même rendu compte en hallucinant que c'était pas vrai. Je me suis dit: «C'est pas possible parce que c'est là, tu pars en vrille là. Il faut que tu te poses». Mais je me sentais pas fatiguée, c'est étrange, hein, parce que, il faisait quand même assez frais, dans les Pyrénées, je me sentais éveillée en fait. Je piquais pas du nez ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des hallucinations. Donc je me suis quand même arrêtée, après. Je me suis posée un petit peu, j'ai dormi je crois 5-10 minutes et puis je suis repartie. C'est vrai que 5-10 minutes, Mais c'est la seule. ça peut paraître très court, hein, mais en même temps, ça peut Ouais. permettre au cerveau de faire un petit reset et de vous ramener quelques heures supplémentaires pour soit sortir de la nuit, soit vous amener à votre motel, soit vous amener à une base de vie. Et c'est aussi pour ça qu'on a Oui, fait c'est du ça, puis matériel surtout. obligatoire. C'est vraiment pour cet arrêt un peu d'urgence, pas être dans l'humidité. Mmh. Euh, C'est ça, mais moi, à part le bivy, j'avais rien, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas dormi plus que ça, parce que j'avais pas le matériel pour dormir dehors, parce que c'était pas, c'est un choix de pas dormir dehors. Je me sens pas en sécurité pour le faire. Quand tu dis qu'on a des coups de fatigue entre 2 et 5, eh ben en fait moi je dors entre 2 et 5. bah voilà, c'est une Ouais, bonne généralement je réponse. dors entre 2 et 6 même, hein. Voilà, j'avais fait partie de l'étude de sommeil l'année dernière avec Rémi, et du coup il nous avait fait un débrief justement là-dessus en nous disant que les heures les plus propices pour dormir étaient ces heures-là. Et donc En j'ai fait, suivi ses conseils et c'est vrai que du coup ouais, c'est un peu enfin, ça c'est m'a pas un peu, permis. c'est le cycle circadien, hein, c'est-à-dire nos Mm, habitudes. On a tous aussi en interne nos process. Hein, on se couche à la même heure, on se lève quasiment à la même heure, et donc ça crée des habitudes. mm, Et généralement, on dort en majorité. Hein, je pense que toutes les personnes qui sont connectées entre 23 h et 6 h du matin, donc le 2 à 5 que Rémi explique, c'est là où notre corps, en tout cas, mm, a cette habitude de dormir. Et donc, la préconisation de mm, Rémi de dire, bah, si vous faites votre pause sommeil, faites-la dans ce créneau-là, 2 h, 5 h du matin. mm, Et c'est totalement légitime. Et effectivement, dormir dehors, beaucoup de personnes comme toi n'osent pas ou ne se sentent pas ou préfèrent mm. soit sur une base de vie, soit réservé le long de la route pour justement être à l'abri. Et comment tu gères, je parle d'être à l'abri, mais comment tu gères, toi, la nuit qui est liée au froid, à l'humidité? Est-ce que tu as tendance à être plus en inconfort la nuit? Comment tu gères la nuit vis-à-vis des conditions d'humidité et de froid? Parce qu'on le sait, il fait quand même beaucoup plus froid entre 22 h et 6 h du matin que entre 15 h et 17 h. Alors, j'ai fait, bah, il y a eu les Races of France, mais il y a aussi une petite course que j'ai fait ici, d'ultra, de nuit. J'ai été plus embêtée ici à La Réunion qu'en métropole, mais le problème, c'est que avec la fatigue, pour moi, hein, j'ai plus de mal à thermoréguler. Après, c'est vrai qu'il suffit qu'on fasse un col, on va avoir chaud, on va redescendre le col, on va avoir froid. Donc, moi, je fais en sorte la nuit, quand je roule, de surtout m'arrêter le moins possible, parce que en étant immobile, t'es plus vulnérable. Moi, je veux être tout le temps en mouvement. Donc, ce que je fais, et ce que Cyclite nous a offert l'année dernière, c'est cette petite musette, Exactement. qui, pour moi, a été un game changer sur la Claire. RAF. Elle m'a... Beaucoup, hein. Ah ouais, que ce soit la journée pour Un mettre mes succès ravitaux. incroyable. Un succès incroyable, cette petite C'est musette. clair. Et la nuit, en fait, ce que je faisais, c'est que avant que la nuit arrive, je mettais dans cette musette tout ce dont j'avais besoin pour le chaud et pour avoir chaud, en Passer la fait. nuit, en Donc, fait. les gants, les surgants, l'impair, la seconde peau. Et en fait, pendant la nuit, bah, je m'arrêtais 2 minutes pour soit enlever l'impair, soit la doudoune, parce que je montais un col et voilà. Et en fait, je m'arrêtais très peu du coup. Tu Mais avais j'avais tout tout à sous la portée de main. main. Ouais, tu avais Et tout à portée de main. Ouais, parce que le problème d'avoir chaud, c'est que tu transpires beaucoup et après dans la descente, t'as froid. Donc oui, tu perds un peu de temps à t'habiller et te déshabiller, mais je pense que c'est mieux quand même pour être bien au niveau température. Mais c'est vrai que la nuit aussi, on en parlait juste avant, tu as aussi la fatigue. Et la fatigue, bah, Ouais, la fatigue, ouais. tu sens, Mm. enfin, T'as tu plus es un peu froid. plus vulnérable au froid, effectivement, avec la fatigue. Mm. On voit beaucoup, nous, de cyclistes ultra-distance sur les bases de vie ou à l'arrivée. Il fait 25 degrés, ils sont habillés comme s'il faisait 5 degrés, quoi, Mm. en fait. Tu parles de thermorégulation, je pense qu'effectivement, avec le temps, on perd cette notion Mm. de température et on pense que c'est la nuit
nuit, donc il fait -10, on met toutes nos couches, et nous, on voit beaucoup de coureurs qui sortent de la nuit, les arrivées généralement, allez, on va dire avant 11h à Mandelieu ou sur les bases de vie des passages. Il n'y a aucun lien, en fait, entre le textile qu'ils portent et l'heure à laquelle ils passent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent, en fait. Et il y a ce déréglage, et peut-être que c'est lié à la thermorégulation, effectivement. Et alors, tu expliquais justement cette petite... Mais moi, Oui, vas-y, je te laisse. Oui, je disais oui, à La Réunion, là, quand j'avais fait cette course de nuit, c'était insupportable. Je ne faisais que de m'arrêter. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud. J'étais passé de 2000 mètres d'altitude au niveau de la mer. Mais sur ce trajet-là, je n'ai fait qu'à m'arrêter pour enlever une couche, encore enlever une couche. Et des fois, remettre une petite couche. Et, j'en pouvais plus. C'était un cauchemar, mais j'arrivais pas du tout à me thermoréguler. Ça, c'est une compétence clé de s'arrêter et de faire un maximum de choses quand on s'arrête, plutôt que de faire plein de petits arrêts. Quand tu Mais oui, en plus, on m'a toujours appris. Tu perds énormément de temps. C'est ça. Et donc, du coup, moi, il y a une astuce, on m'a toujours dit, quand tu t'arrêtes, tu fais trois choses. Tu t'arrêtes pas pour une chose. Donc, tu t'arrêtes soit pour enlever un truc, faire pipi, manger un truc, mais tu ne t'arrêtes pas pour un truc. Il faut optimiser son temps. Exactement. Mais là, dans cette descente-là, j'avais pas du tout réussi à optimiser parce que j'arrivais pas du tout à trouver les vêtements qui me convenaient pour être bien. C'est l'expérience. En tout cas, ton astuce de musette est très, très intéressante. Je pense que beaucoup vont l'adopter, alors que moi, je pensais que la musette allait servir à l'alimentation pour la nuit, justement. C'est ce que je te disais au tout début. Tout début, c'est que on rentre dans la nuit, et moi, le conseil que je donne généralement, c'est, allez, entre 17h et 20h, on sait qu'on va rentrer dans la nuit, et il faut pas rater la dernière petite supérette, en fait, quoi. Il faut pas rater la station-service ou la dernière supérette qui va te permettre de rentrer dans la nuit en ayant des calories. Parce qu'on l'a régulièrement en exemple, les personnes qui ratent cette dernière opportunité, c'est compliqué la nuit parce qu'on manque de calories, on manque de repères, on est fatigué. Pour lutter contre la fatigue, il faut des calories, il faut du sucre. Généralement, donc c'est assez compliqué. Comment toi tu gères ce spot entre 17h et 20h? Alors déjà, le repas du soir, cette année, contrairement à l'année dernière, cette année, je me suis arrêtée dans un restaurant tous les soirs. Donc j'ai mangé un vrai repas qui m'a tenu déjà une bonne partie. Ouais, de la soirée. En plus, moi, la problématique que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'intolérance et d'allergies alimentaires, donc je pars avec beaucoup de nourriture. Parce que je trouve pas forcément ce que je veux, je peux pas m'arrêter dans une boulangerie, dans les stations essence, il y a pas grand-chose que je peux manger, donc voilà, moi, c'est essentiellement les restos et les supermarchés. Voilà, donc généralement, j'ai du poids en plus pour la nourriture. Oui, j'ai beaucoup de réserves. Et c'est ce qui te permet de passer la nuit en étant... parce que tu sais que quand on est ultracycliste, avec la fatigue qui fait sauter pas mal de filtres, on gamberge beaucoup. On calcule, on recalcule, on se fait des films, la logistique, je vais arriver à telle heure, mais je vais repartir à telle heure, ça va être ouvert, ça va être fermé. Le fait d'avoir avec soi une bonne réserve calorique, ça te permet aussi de ne pas gamberger. Donc c'est aussi une très bonne stratégie pour rentrer dans la nuit. Ouais. Non, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. J'ai toujours eu assez de nourriture sur moi. Je suis partie avec beaucoup. Alors moi, je fonctionne pas avec les gels, mais avec les pâtes de fruits. Pâtes de fruits de chez Decat, je pars avec 25 pâtes de fruits, j'en ai encore à la base de vie dans le drop bag, et puis après je pars avec des œufs durs, avec des sandwichs, et puis je me fais des energy balls, je me fais des trucs moi-même que je prépare et que j'ai mis pareil dans le drop bag, des sachets de riz, tu vois, que tu peux réchauffer ou manger froid comme ça. Voilà, j'ai pas mal de trucs, des biscuits sans gluten, voilà. Je pars avec quand même pas mal de choses. Très intéressant, en tout cas, voilà, c'est le conseil. Et je m'arrête dans la supérette. Compléter. Dans la supérette, j'achète des conserves de thon. C'est bizarre, cette année, j'ai eu envie de manger du gras. J'ai mangé du foie de morue, beaucoup de fruits. Voilà, et tout ça, je mettais dans la musette la journée, en fait. En fait, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais dans un supermarché et je m'achetais la nourriture pour la journée entière. Ouais, comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu optimises tes arrêts. Ouais. Tu optimises tes arrêts. C'est une vraie compétence, parce qu'on perd énormément de temps en multiplier les arrêts. C'est une vraie compétence. Alors, c'est vrai qu'on voit dans les commentaires, la petite musette dont tu parles, est un vrai carton. On a des commentaires, notamment de Marc, qui dit que cette musette est incroyable. C'est vrai que quand on l'a reçue et quand on l'a déballée, on savait à l'avance que ça allait être un carton auprès des participants. Et on nous l'a même demandé sur SE Cross Québec si on pouvait en emmener quelques exemplaires restants. Donc, ça, je comprends, mais on a aussi un commentaire d'une personne qui nous dit, parce qu'on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de trailers qui arrivent sur le cyclisme ultra-distance et qui, eux, viennent avec leurs équipements. Et donc, ce sac de trail, c'est aussi une très bonne
bonne manière de glisser un petit peu de l'alimentation dans les différentes poches et de pouvoir passer la nuit de manière assez sécure. Oui, Est-ce que... j'ai vu que beaucoup faisaient ça, mais moi, j'aime pas avoir du poids. Même dans mes petites poches de maillot, je mets rien. Je veux rien avoir dans mon dos, sur moi. Ouais, Je veux donc pas de poids. ce que tu exprimes, Lee, c'est que toi, le poids, il doit être dans tes sacoches sur le vélo, mais pas sur toi, pas sur ton corps, c'est Ouais, ça? pas sur moi. Ouais, intéressant. Non, j'aime pas, ouais. Déjà que je supporte pas le maillot, le fait d'être serré, le cuissard en est serré, voilà. Je fais tout en sorte pour rien avoir sur moi, ouais. Intéressant. Non, mais c'est bien que tu nous partages ça. Et puis on avance dans la nuit. Est-ce il t'est arrivé, Lee, la nuit, d'avoir des gros coups de moins bien, c'est-à-dire une grosse baisse de morale due à la fatigue, due à la nuit, le fait de pas avoir de repères visuels. Est-ce que tu as eu parfois des gros coups de moins bien et comment tu le compenses? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu appelles un ami? Comment tu combats ça? Alors, déjà, je te dis juste un petit truc. Peut-être que mon écran va se couper dans 5 minutes parce que tu sais, je me mets un truc à 22h, mon téléphone se coupe. Et ici, à La Réunion, il est 21h55. Donc, je sais pas comment faire ça en ligne. Donc, ça peut-être que vous allez me perdre une minute. On va trouver des solutions. La première année, comme je t'ai dit, pour les coups de pas bien, j'appelais ma sœur de nuit. Elle a été très très présente pour moi. Elle m'écoutait parler, on parlait tout et rien, mais au moins j'entendais, il y avait une voix et j'avais l'impression de pas être seule. Cette année, j'ai pas eu de coups de moins bien parce que j'avais vachement confiance en moi cette année. J'ai pas du tout vécu la race comme l'année dernière. L'année dernière, je l'ai subi. Là, j'ai kiffé en mode aventure. J'étais pas dans la performance de faire un chrono ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment kiffant. Cette année, c'était vraiment kiffant. Et je pense que c'est un élément. Un moment. Attends, je te coupe juste, Lee. Après, je te redonne la parole sur. Il y a eu un moment, et je pense que c'est la clé en fait. Si vous préparez votre aventure comme tu l'avais fait, c'est-à-dire que tu t'étais mis zéro pression sur la compète, tu t'étais dit voilà, moi je vais faire tant de kilomètres par jour, je m'arrêterai, je dormirai, je repartirai, et avec ces stratégies, j'augmente considérablement mes chances d'être finisheuse. Et ça, tu me l'avais dit au départ, et effectivement, quand t'es arrivé, tu m'avais dit j'ai respecté le plan, j'ai kiffé, c'est magnifique, j'ai pas gagné, mais j'ai fini. C'était top. Et j'ai trouvé cette stratégie était totalement dans l'esprit Race Cross. Mais carrément, puis même la fin, en fait, j'aurais pu arriver dans la nuit pour faire 4 jours, en fait. Et puis mon amie Elsa m'a dit, franchement, t'es sûre que tu vas arriver la nuit, il n'y a pas d'ambiance, tu seras toute seule et tout. Elle me dit, allez, dors encore une nuit, puis arrive demain matin, tu verras, il y aura de l'ambiance. Et c'est vrai, vu que j'étais pas du tout dans le fait de faire un chrono, et ben je l'ai écouté, j'ai fait une dernière nuit, et puis je suis arrivée le matin, et c'était génial, parce qu'il y avait du monde, il faisait beau. Voilà, j'ai kiffé mon aventure de A à Z. Parce que voilà, je l'avais préparé avec mon coach, on avait décidé que ça serait pas que ça serait une aventure et que le but c'était surtout que je la termine parce que l'année dernière j'avais chopé la coqueluche et j'avais dû abandonner à 900 km. Ouais, je me souviens. Et et j'avais souffert. Du coup, on en était où? Ah oui, donc cette année, j'ai eu un coup de moins bien et c'est très étonnant et donc j'en ai parlé avec Rémi, donc le spécialiste du sommeil, parce que j'avais dormi 4 heures, je crois. Je m'étais levée à 5 heures, donc il faisait encore nuit, mais le soleil commençait à se lever. J'avais super bien dormi, je me sentais bien au réveil et donc j'ai commencé à rouler, je sais pas, une demi-heure et puis là j'ai commencé à avoir vraiment un coup de pas bien, mais pas au niveau moral, parce que j'ai eu le moral de A à Z sur la RAF, mais un coup de fatigue. Je commençais à piquer du nez et donc je commençais à me taper les joues, je disais, c'est pas normal, j'ai dormi, j'ai bien mangé, j'avais pris des glucides, mais je piquais du nez et donc je me mets les écouteurs, je mets la musique à fond et en fait je me suis endormie sur le vélo. Et, littéralement, en fait j'aurais dû m'arrêter, hein, mais en fait mon cerveau ne comprenait pas parce que je me disais, je me suis reposée, j'ai mangé, je ne devrais pas être fatiguée, je devrais pas piquer du nez. Et en fait, j'ai fini par m'endormir, j'étais dans une descente, et en fait, heureusement que j'avais acheté ces écouteurs spécialement pour la RAF, elles sont tombées, elles sont prises dans ma roue avant, et le gling-gling m'a réveillée. Réveillée, ouais. Ah, c'est paradoxal, hein. Je peux dire que là, j'étais réveillée après, hein, parce que je me suis fait. On fait un effort physique et pourtant le corps s'endort. C'est vrai que c'est totalement paradoxal, mais ça arrive effectivement. Ouais. Alors j'en ai parlé avec Rémi et il m'a expliqué, il m'a dit effectivement, on ne comprend pas, il y a cette heure du lever de soleil, qu'on ait dormi ou pas dormi, il y a un effet sur notre organisme qui fait qu'on a cet effet de coup de barre. C'est comme quand on mange quelque chose à midi, on dit qu'on est fatigué après à cause de la digestion, non. Et c'est en fait c'est circadien en fait. Et il m'expliquait que voilà, malgré les études qu'ils font sur le sommeil, ils ne comprennent pas pourquoi au lever du soleil. Alors je vais même aller plus loin. Et je vais te partager une expérience qu'on a au poste de gestion opérationnelle. Le micro s'est coupé entre-temps, alors je ne sais pas si c'est lié à ce que tu disais, Lee. Ouais, ton micro s'est coupé. Ah oui. Voilà, c'est bon. Et en fait, on constate, nous, au poste de gestion opérationnelle, où on suit tous les coureurs, entre, 7h et 10h du matin, on a, et c'est en lien avec ce que disait Rémi,
on a un nombre d'appels de participants qui part dans le sens inverse, c'est-à-dire s'arrête à la boulangerie et repart dans le sens où il est venu. On a un nombre d'appels incroyable sur est-ce que je suis sur la bonne route. On a un nombre d'appels entre 7h et 10h du matin, je dirais presque qui n'a aucun sens. Et Rémi, qui est au PGO généralement à Mandelieu avec nous, chaque fois, je vais pas dire on en rigole, mais à chaque fois, on sait, c'est pour ça qu'on essaie de bien être concentré et renforcer les équipes à ce moment-là, c'est qu'entre 7h et 10h du matin, les personnes qui sont sur la route ont un comportement qui est lié au lever du soleil, qui est différent du reste de la journée. Et donc, on constate beaucoup d'erreurs de GPS, je me suis planté alors que, généralement, maintenant, les GPS se mettent à sonner quand tu te trompes, tu sais, ça t'informe que tu t'es trompé. Les gens continuent quand même, en fait, et on les appelle 3-4 km plus loin en disant, en fait, est-ce que tu t'es rendu compte ? Ça m'est arrivé. Pas sur la bonne route. Donc, ça correspond. Dit, le lever du jour est toujours un moment, c'est spécial. Et il faut essayer de garder de la vigilance. Complètement. Et heureusement que ces écouteurs sont pris dans la roue avant, parce que sinon je partais dans le décor. Faut être. Il faut essayer d'être vraiment attentif à ces signaux qui nous font dire bon, là il y a urgence. Alors c'est vrai que tu nous as donné plein de précieux conseils, que cet échange a été enregistré, sera diffusé sur YouTube, mais également en podcast sur Ultrato. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Quels sont les conseils Lee, puisqu'on arrive sur la fin de cet échange, ça pourrait durer des heures, mais je vous invite à le réécouter et à nous poser des questions directement, soit sur SE Cross Series, soit sur à Lee directement. Mais quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui vont vivre en 2026 leur première expérience de rouler de nuit? Alors que ce soit sur le 200 km qui est exclusivement de nuit, avec un départ à 20h et 12h maximum pour faire le 200 km, que ce soit le 300, même si c'est un départ du 8h du matin, certains vont rentrer dans la nuit et terminer de nuit. Le 500, c'est 48 heures. Donc, quel conseil tu donnerais aux personnes qui vont connaître leur première expérience de nuit? Je pense que déjà, il faut se préparer en amont. Faire des sorties d'entraînement de nuit. Commencer peut-être en groupe avec des camarades. Et puis après tout seul, faire des petites distances sur des parcours qu'on connaît. Pour se familiariser avec la nuit. Parce que la perception, elle n'est pas du tout la même. Au niveau de ta vue, tu vois pas aussi bien. Au niveau du son, tes sens sont multipliés en fait. Donc s'entraîner en amont déjà pour se préparer, et puis ensuite pour apprivoiser la peur, je pense que on peut se préparer un peu mentalement en essayant d'identifier nos peurs, d'imaginer les scénarios qui nous font peur et essayer de voir comment on pourrait gérer cette situation qui nous fait peur. Je pense que et puis après essayer peut-être après avoir alors moi je sais que je me balade jamais sans, mais depuis cette année j'ai trouvé une lampe stromboscopique, c'est les lampes aveuglantes, je l'ai utilisée sur des chiens errants qui m'attaquaient, qui me coursaient, ça a très bien marché. Donc voilà, il y a aussi des petits outils comme ça qu'on peut utiliser pour se défendre, pour se protéger. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est une lampe qui est fixée constamment sur le vélo et que tu actionnes en appuyant sur un bouton, ou est-ce qu'elle est à portée de main? Non, elle est à portée de main, elle est dans la poche de mon impair la nuit. Alors justement, moi, c'est ça, j'ai énormément de lampes, pas légère là-dessus. J'ai ma lampe fixe sur le cintre avec 2000 lumens, j'ai ma frontale et j'ai cette lampe en plus, donc qui éclaire pareil, je crois 2000 lumens, et qui a cette fonction de stromboscopique et qui est vraiment très aveuglante. Elle aveugle quelqu'un, un animal. Ouais, ça marche très très bien. Une très bonne astuce que tu partages là. Ouais. J'ai également un truc, mais bon, je vais pas en faire la promotion parce que c'est pas très légal. J'ai une bombe anti-agression avec moi. Ça, on peut le comprendre. Mais c'est pas légal. En fait, on a le droit d'en avoir une chez soi, mais on n'a pas le droit de se balader avec normalement. Mais moi, je prends le risque quand même. J'en ai une avec moi. Voilà. Et c'est vrai que tu parlais des éclairages. Alors, on parle de la nuit. Je pense que c'est un des sujets aussi qui peut permettre que votre expérience de nuit soit une belle expérience à vélo. C'est la capacité à éclairer la frontale. Ou la lumière fixée sur le vélo, mais ou les lumières, parce que moi c'est pareil, quand je vais faire ce genre de ride de nuit, j'aime avoir plusieurs lumières pour voir clair en fait. Moi j'ai vraiment besoin de voir clair. Ça. Alors je partage, ceux qui écoutent le podcast le savent déjà, mais j'ai un problème d'oreille interne, et le fait de rouler de nuit, moi, me déséquilibre totalement l'oreille interne. Au bout de 2 heures, 3 heures, j'ai des nausées en fait, et je suis malade comme des personnes qui descendent d'une attraction dans une fête foraine. Moi ça me provoque exactement le même symptôme, donc vomissement, déséquilibre. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir des lampes qui éclairent confortablement.
si Ouais. Mmh. mon champ visuel n'est pas éclairé confortablement et je dois vraiment tirer sur mes yeux pour voir ma route, alors là, ça va être Mmh. une expérience catastrophique et je vais être malade. Donc, voilà, si Oui, vous puis avez même, aussi disette, je trouve que le fait d'avoir de la lumière, t'as moins peur aussi. Et le fait d'avoir la moins frontale, peur. parce que la lumière fixe sur le cintre, tu ne vois que devant. Mais par contre, avec la frontale, si tu entends un bruit sur le côté, bah, tu peux tourner, regarder. Voilà. La Le fait frontale, d'avoir la c'est frontale, je trouve que c'est encore mieux. Ultra, C'est indispensable. je vois pas comment tu peux faire une expérience d'ultra sans Non. avoir une frontale, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand tu crèves, ne serait-ce que tu as un problème mécanique, tu n'as pas Mm. de frontale, c'est aussi pour ça que nous, on demande plusieurs éclairages dans le règlement obligatoire, hein, mais tu n'as pas de frontale, comment est-ce que tu répares à 3 heures du matin, alors que t'es pas Mm. sur une nuit de pleine lune et t'es dans un bois où il fait très sombre. La frontale va te permettre Mm. d'éclairer là où tu regardes. Voilà, c'est simple pour ceux qui nous C'est écoutent, ça, qui n'ont pas exactement. une première expérience. La frontale t'éclaire là où tu Mm. regardes. Donc si tu regardes pour prendre ton bidon, tu vas pouvoir voir comment bien Mm. prendre ton bidon et pas accrocher un sac et renverser et perdre ton Mm. bidon. Donc ça c'est clair. Mais l'éclairage est Mm. vraiment pour votre sécurité et Ouais, votre c'est confort, primordial. un Mm. élément déterminant. Ouais. Est-ce que tu as une dernière Oui, parce petite que je vois astuce sur à le partager? forum, il y a une astuce. Non, mais je pense qu'il faut être méthodique. En fait, avant de rentrer dans la nuit, il faut, pour moi, hein, parce que je suis assez carré, donc je te dis, c'est s'organiser, prendre le matériel dont tu as besoin, de la mettre dans la musette ou alors sur le dessus de ton sac, pour pas te retrouver immobile, isolé et immobile. Le sifflet, les lampes, faut qu'elles soient chargées, quitte à en avoir plusieurs, c'est pas grave d'être un peu plus lourd, mais voilà, avoir plusieurs lampes. Avoir ton téléphone près de toi, si avec le numéro du PC enregistré en favori, comme ça t'as pas à chercher dans ton répertoire. Et quoi d'autre? C'est déjà pas Voilà, mal puis de... bah, ma lance thromboscopique, Non, mais voilà. Et c'est des ouais, belles ouais, le astuces. but, Ouais. ouais, voilà, ne pas perdre de temps à se retrouver sans bouger. Moi, je trouve que c'est ça. Il faut toujours être en mouvement la nuit. Donc si je résume de ce que tu dis, Lee, c'est pour passer une bonne nuit en ultra distance, il faut préparer sa nuit, c'est-à-dire avant de rentrer dans la nuit, Ouais, voir son setup sur son vélo de mm, près, où sont mes affaires, où est mon ouais, alimentation, mais d'avoir mm, positionné pour être serein et ne pas se poser trop de questions, ouais. et puis avoir un bon Et, éclairage. et une autre chose peut-être, ouais, et peut-être une autre chose, c'est parce que alors moi je dors dans des Airbnb ou voilà, dans des locations, c'est de prévoir son logement avant la nuit, de pas se retrouver dans la nuit et de pas savoir où tu dors. Moi Toi, généralement je trouve mon logement vers 18h, voilà, ça va être puis la je question que j'allais calcule te poser. Ouais. le nombre de kilomètres, ouais, vers Pour 18. En fait pour je un m'arrête arrêt, manger non, plutôt vers 19h. Je m'arrête manger et pendant que je mange, je cherche mon logement. pour un arrêt qui va se faire vers quelle heure? 2 heures du matin? C'est à peu près ça? Après, il faut que je vois avec la personne si elle est OK pour. Alors, soit il y a, tu sais, il y a ces keybox, donc tu rentres quand tu veux. Les clés, ouais. Je me suis retrouvée à aller chez quelqu'un qui avait pas ça et il m'a attendu jusqu'à 1h du matin. Et puis en plus, tu tombes tout le temps sur des gens adorables quand tu expliques ce que tu fais. Ils t'attendent avec le thé, ils t'ont fait un petit goûter. Moi, je leur avais dit que j'avais des allergies, ils m'avaient préparé des œufs, je sais pas. Mais trop gentil en fait. Donc, oui, voilà, prévoir pendant que je mange mon repas du soir, c'est le seul vrai repas que je prends de la journée, toi, avec un steak, voilà, un truc bien gras, plein de protéines. Là, je prends le temps de trouver un logement pour le soir. Alors, c'est vrai que Mais des fois, j'arrive très tard, hein. t'es très carré Ouais, je suis carré, ouais. dans ta préparation. Et donc, j'ai une question là de Marc qui Mm. dit est-ce que la nuit, est-ce que tu privilégies glucides ou les lipides? Alors, toutes les 4 heures, je mange quelque chose de solide, de la vraie nourriture. Donc, quand c'est en début de course où j'ai des œufs, je mange des œufs durs. Sinon, je me fais des petits sandwichs. J'achète en supermarché, je me fais des sandwichs ou alors du thon. Voilà, des choses. Je mange des choses solides, de la vraie nourriture toutes les 4 heures. Et entre les 4 heures, je mange mes pâtes de fruits ou alors des energy balls. Et j'ai ma boisson isotonique aussi. Très intéressant. Très En fait, intéressant. la première année, j'ai pas très bien mangé et je mangeais beaucoup trop de glucides et je me suis retrouvée à être totalement écœurée et à pas pouvoir manger pendant 24 heures. Et là, j'étais faible. Donc là, j'ai totalement changé et j'ai intégré beaucoup plus de vraie nourriture que de pâtes de fruits et de gel. Beaucoup plus de, ouais, vraie Ouais, nourriture. c'est sûr, quand tu fais du long comme ça, le gel peut te sauver la Mm, mise sur quelques heures, mais c'est pas vraiment sur ça qu'il faut compter pour passer une nuit, sinon tu vas avoir des problèmes gastriques déjà, c'est clair, et mm, puis c'est pas forcément c'est ce qu'on ça. conseille. Il faut aussi allier le fait d'avoir envie de manger, hein, le fait de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on mange, donc Mm. le fait de le préparer, c'est aussi Et, très bien. et puis manger ce qu'on a envie, parce que c'est drôle, on a des envies pendant la course de choses qu'on mange pas forcément. Toi, comme je te dis, j'avais envie de manger des foies de morue, j'en mange jamais. Et j'en ai eu, et j'ai même appelé mon micronutritionniste, je lui ai dit, je peux manger ça, une boîte entière, parce que je sais qu'il faut pas trop en manger. Il me fait, non, vas-y, mange, mange. Je dis, je peux boire l'huile, il me dit, mais vas-y. J'avais envie de gras, bah, il m'a dit, écoute ton corps et mange ce que tu as envie, même si ça te semble complètement fou, quoi.
Ouais. Ouais, je comprends parfaitement. Alors c'est vrai qu'on a quelques questions hein, sur le sommeil notamment. Combien faut-il dormir en 500 km? Aujourd'hui, pour faire le 500 km, les personnes ont 48 heures pour faire le 500 km. Donc je dirais que tout dépend de la moyenne et de la stratégie, mais faut aussi tenir compte de Bah, ça dépend de l'objectif aussi. dépend de l'objectif. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que 500 km peut se faire Oui, sur ce temps imparti sans dormir. Après, si vraiment il y a un objectif qui est de mettre un peu plus de 36 heures, là, il faut tenir compte d'un arrêt pour recharger la batterie. Mais après, c'est de aussi 4 heures. Ouais. très personnel. Il y a une personne qui parle aussi du ravitaillement hydrique, c'est-à-dire sur l'eau. Comment toi, est-ce que tu t'es déjà trouvé en rade à manquer d'eau la nuit? Non, alors moi je prends 2 bidons d'1 litre, donc je suis lourde aussi en eau, parce qu'à chaque fois que je me ravitaille, je les remplis les deux, et j'ai jamais eu de problème. Il y a des cimetières partout, Et une fois d'autant ça plus m'est si tu arrivé de t'arrêtes. toquer à une porte. Oui, Ouais, ce que fait beaucoup oui, de... voilà, et puis une fois j'ai toqué à une porte, quelqu'un m'a rempli mon bidon, tu vois, j'ai pris le bidon, le tuyau d'arrosage dehors. Non, t'as toujours de l'eau. Après, il y a beaucoup de participants avec qui j'ai échangé qui me disaient qu'ils prenaient des pastilles, hein. Oui. Mais moi j'ai jamais eu besoin, j'ai toujours eu de l'eau potable. Alors c'est vrai qu'il y a les pastilles, certaines personnes s'arrêtent, ont des pastilles pour justement faire en sorte que tu peux t'arrêter, tu prends un point d'eau qui est pas vraiment safe et tu mets une Ouais. petite pastille qui va te permettre de boire cette eau Mm. sans avoir de problème gastrique derrière. Donc il y a cette solution d'avoir des petites pastilles Mm. et que ce soit au cas où. Bon, généralement, tu Mais trouves une franchement, c'est solution quand et même. d'aller toquer chez Ah les oui. gens, tu vois, avant 10 heures du soir, on va Mm. dire, ou petit matin. Mm. Les gens Et vont totalement comprendre. la nuit, tu bois moins parce qu'il n'y a pas le soleil, tu vois. Donc déjà, je trouve que tu transpires moins. Si tu arrives bien à thermoréguler par rapport à ta tenue, si t'as pas trop chaud, du coup, tu transpires moins. Moi, je bois moins la nuit. J'ai remarqué que je buvais moins la nuit. Oui, t'as moins de Et t'as repères, toujours le effectivement. cimetière, en fait. T'as moins de Et t'as toujours repères, les donc... cimetières de nuit. Ouais, Mm. c'est une vraie question, mais la question se posait plus effectivement sur la nuit, l'alimentation, le fait de bien penser à faire ses réserves. Je dirais que l'eau, tu peux presque toujours trouver une solution. L'alimentation, il faut Ouais. quand même bien anticiper. Bon, c'est plein de beaux conseils. Bah, avec. Mm. Lee, ouais. Un grand merci pour ça. Il est clair que D'accord. cet épisode sera donc rediffusé sur YouTube et les plateformes de podcast. On ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de succès, donc il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer sur ce webinaire parce qu'il était limité à 50. Donc la prochaine fois, on fera en sorte justement d'accepter un maximum de monde, que les personnes ne soient pas bloquées sur 50, ça sera modifié pour la prochaine fois. En tout cas, un grand merci pour ta disponibilité, un grand merci pour ton temps et ton partage d'expérience, Lee. Je pense que beaucoup Il n'y a pas de quoi. ont pris des notes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre intervenant qui aura beaucoup d'expérience aussi, vous verrez, qui nous partagera des astuces, des conseils. En tout cas, un grand merci pour votre confiance, un grand merci pour votre enthousiasme sur cette série et sur cette année 2026 qui arrive. Nous, on a tous hâte dans l'équipe de vous retrouver sur les différentes lignes de départ, que ce soit au Portugal dans 2 mois ou en Espagne dans 8 mois, dans 9 mois, pardon. En tout cas, voilà, on se réjouit de lancer cette année 2026 et avec ce nouveau format, cette nouvelle formule de webinar toutes les semaines pour vous partager un maximum de conseils auprès de notre communauté. Et puis surtout, si vous faites de l'intérieur, régulièrement, abonnez-vous au club Zwift Race Cross. Et en plus, avec Discord, tout en roulant, vous pouvez vous parler. Donc vous roulez, donc il y a des rides sur l'Europe, sur Zwift, mais aussi sur nos amis québécois, puisqu'il y a un décalage de 6 heures. Donc il y a également des rides qui sont prévus. Un grand merci à vous, un grand merci Lee, et puis je vous souhaite tout le meilleur et une bonne préparation. À bientôt, merci. Avec plaisir, bonne soirée.